Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter l'interview Culture, Santé et Sécurité de Sébastien Chéniaud. Après des études d'ingénieur en prévention des risques, initialement de manière pragmatique pour trouver un travail, Sébastien s'est passionné pour la santé et la sécurité en raison de sa grande diversité. Dans cette interview, Sébastien va partager avec vous sa méthodologie de déploiement des règles pour la vie. Une erreur de jeunesse. Comment cartographier les parties prenantes? Ces 5 stratégies pour réussir une transformation de culture. Comment faire de la gestion de projet? Comment intégrer la gestion du changement? L'importance de la définition d'une vision en santé et sécurité. Les 4 caractéristiques du leader en santé et sécurité. Un exemple de programme pour développer le leadership santé et sécurité. La méthode GROW pour le coaching, les 4 piliers d'une stratégie santé-sécurité, des pistes pour passer d'une sécurité papier à une sécurité opérationnelle, et enfin la fierté qu'il a de faire une différence et d'avoir de l'impact. Avec beaucoup de sensibilité humaine, de rigueur et de méthode et un sens aigu de l'engagement, découvrez comment Sébastien pilote une transformation de culture santé-sécurité dans un environnement international. Je vous laisse découvrir l'interview de Sébastien Chéniaud. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir pour les interviews culture santé-sécurité Sébastien Chéniaud. Alors, Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience de Culture Santé-Sécurité ? Oui, bien sûr. Bonjour David. Comme tu l'as dit, Sébastien, je suis préventeur depuis de nombreuses années. Je suis un peu tombé dedans par mes études et ensuite je n'ai fait que ce métier-là. Je vis aujourd'hui en Normandie, dans la belle ville de Vernon, pas très loin de Giverny. Proche de Paris quand même, parce que ça me permet de me déplacer quand même régulièrement, puisque on fait des métiers qui sollicitent beaucoup les trains et les avions pour aller visiter les usines. Donc aujourd'hui, je travaille pour le groupe BMI, qui est un groupe qui fabrique des solutions pour les toitures, des tuiles, des rouleaux d'étanchéité pour les toits plats. Et on a environ 100 usines, essentiellement en Europe et en Asie, d'où les déplacements réguliers. D'accord. 108 sites et combien de personnes au total? 9000 environ. D'accord. 9000 personnes, d'accord. C'est déjà un sacré scope. Donc, tu disais que tu fais ça depuis de nombreuses années et que tu étais tombé dedans dans tes études. Donc, ça te fait combien d'années d'expérience au total maintenant? Eh ben, écoute, j'ai fini mes études en 1999, donc 25 ans maintenant. Voilà. Est-ce que ça suffit à dire nombreuse? Je ne sais pas. Ouais, en tout cas, un nombre conséquent. Et en fait, j'ai fait des études. J'ai fait une école d'ingénieur en prévention des risques industriels. C'était la seule école qui existait, la seule école d'ingénieur qui existait à l'époque. Et ça m'avait attiré parce que je savais que le métier était très demandé. Juste avant les années 2000, on avait quand même une crise et il y avait beaucoup de compétitivité, beaucoup de chômage. Et moi, qui ai un esprit très pragmatique, je m'étais dit, je vais faire des études qui vont me permettre d'avoir un job quand je finis les études. Voilà, j'ai mis la passion de côté et je me suis laissé guider par la raison, mais la raison qui est devenue une passion aussi, puisque du coup, ça fait 25 ans que je fais ce métier et ça me plaît toujours. D'accord. Et qu'est-ce qui te passionne dans ce métier-là? Vraiment, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. La diversité des sujets traités entre la sécurité et l'environnement, parce que je m'occupe de ces 2 sujets-là pour BMI. De par ma position aussi, comme je suis directeur HSE du groupe, le mélange entre faire du management des équipes et aussi apporter l'expertise, parce que je reste, après 25 ans, je reste un expert dans le domaine.
d'être exposé à des tas de nationalités différentes. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours recherché ça dans mes fonctions précédentes, et ça me plaît toujours autant d'aller à l'étranger, parce qu'on apprend tout le temps quand on va à l'étranger, puis ça nous remet aussi beaucoup en cause. On voit que les choses sont meilleures ou parfois moins bien faites à l'étranger, et ça permet c'est un bon effet miroir. Donc voilà, pas de routine, beaucoup de diversité. Je crois que c'est ça qui fait l'attrait du métier. Et la raison fondamentale, en fait, c'est aussi que pour moi, c'est un métier qui a vraiment du sens, parce qu'on travaille à ce que les gens rentrent chez eux de la même manière qu'ils sont arrivés au travail. On travaille pour l'intégrité, la santé, la sécurité des personnes, et aussi à réduire l'empreinte environnementale des groupes pour lesquels on travaille. D'accord, super, excellent. Merci beaucoup pour ce partage, hein, et ce qui te motive dans ce métier. Donc effectivement, il y a une grande diversité, et puis j'imagine 108 sites à la fois en Europe et en Asie, il doit y avoir une sacrée diversité. Donc tu dois bien être nourri, j'imagine. Alors, je voudrais parler de culture santé sécurité, et notamment 25 années d'expérience, ça fait beaucoup, et tu as dû vivre des réussites dans des transformations de culture, et j'aimerais que tu puisses nous partager dans une des sociétés où tu as pu intervenir, une réussite dans la transformation de la culture. Si tu pouvais me décrire la situation initiale, les défis à relever, les différentes étapes avec lesquelles tu as procédé à cette transformation de culture, et puis les conditions de succès que je dirais tu as tirées et qui pourraient être reproductibles pour d'autres personnes. Oui, je peux décrire une expérience récente que j'ai vécue chez BMI. En fait, on va dire que c'est le sujet de mise en place de règles qui sauvent. Les règles d'or, chez BMI, on les appelle les règles cardinales. Je suis pas fan du nom, mais il était là quand je suis arrivé, donc du coup ça j'ai pas changé. En fait, quand je suis arrivé chez BMI, ils venaient de produire les règles, et elles étaient là dans une petite boîte bien rangée, et il fallait ensuite les dérouler partout dans le groupe, les faire connaître, les faire appliquer. Et en fait, l'idée de départ, c'était, allez hop, on va lancer il y en a 10, les 10 règles, et on va demander aux usines de mettre en place ça dans l'année qui vient. Alors là, moi, j'ai été un peu étonné de l'approche, parce que je me suis dit, bon, vous voulez déployer, 10 règles, ça fait quand même beaucoup. Expliquez-moi comment est-ce que vous allez mesurer que ça va être réussi, et surtout qu'est-ce que vous voulez finalement voir se produire avec ces règles. Est-ce qu'on veut juste être content parce qu'on va avoir des posters qui vont être placardés sur les murs, ou vous voulez vous chercher autre chose? Donc on a pris un peu le temps de la réflexion, et l'idée, ça a été de dire on va y aller un peu plus lentement. Et il faut qu'on trouve un moyen de mesurer le transfert de connaissances, le fait que les règles soient connues, et aussi qu'elles soient appliquées par derrière. Et donc, ça pour le fait que les règles soient connues, on a simplement rajouté une petite chose dans les formations qui étaient liées aux règles, qui est tout bêtement un quiz. Moi, j'ai un cheval de bataille partout où je passe. Je refuse qu'on délivre une formation sécurité sans un test. Alors le test, ça peut être un quiz, ça peut être de faire jouer un rôle, ça peut être de produire quelque chose, si on fait une analyse de risque, voilà, on vous met devant le poste et puis vous allez la faire ensuite. Ça peut être soit de la pratique, soit de la théorie, mais moi je veux un test pour vérifier que les gens ont compris les messages principaux. Donc déjà, on a fait des tests pour chacune des règles, parce qu'il n'y en avait pas. Ça, c'était la première chose pour s'assurer que le contenu allait être compris.
Et la deuxième chose, c'était ensuite, bon, c'est compris, mais est-ce que c'est appliqué? Et donc là, j'ai regardé ce qu'on avait à disposition et chez BMI, comme dans plein d'autres groupes, on fait des visites managériales entre le manager et l'opérateur. On passe par une phase d'observation, on dit ce qui est bien et ensuite on commence à parler de ce qui nous préoccupe et sous une forme de questionnement, on arrive à faire un peu une prise de conscience ou à influencer des comportements. Et donc, j'ai demandé que toutes ces visites managériales se fassent sur le thème de la règle que l'usine déployait. Et comme ça, j'avais un indicateur de pourcentage de conformité d'application de la règle. Et ensuite on a étalé le planning. Donc on a dit bon ben voilà, vous avez 3 ans, il y a 10 règles, vous allez en faire 2-3 par an. Mais à chaque fois, vous aurez une période, une fois que vous l'avez déroulé, affiché les posters, diffusé les brochures et donné des formations, vous demanderez à tous les managers de l'usine de faire le focus sur cette règle-là lors de leur visite managériale. Et quand vous êtes content du résultat, vous passez à la suivante. Voilà, donc, et ça a bien marché. D'abord parce qu'on a pu mesurer le changement qu'on voulait apporter. Et puis maintenant, bon, ça fait, on arrive à la fin de la période d'exécution de toutes ces règles. Donc maintenant, on va lancer une deuxième phase de refresher, de recyclage en partageant des messages réguliers sur les règles qui, en plus, n'ont pas besoin d'être les mêmes pour toutes les usines. Il y a un aspect que j'ai oublié. Au départ, ils voulaient tout dérouler de la règle 1 à la règle 10 dans l'ordre. Mais il y avait dans ces règles, il y a la sécurité machine, il y a le travail en hauteur, il y a la circulation sur les sites. C'est pas forcément les risques forts pour tous les sites. Il y a peut-être des sites qui ont plus un risque fort machine, d'autres qui ont plus travail en hauteur. Donc, j'ai demandé ce qui est de la souplesse et qu'on commence par la règle qui compte le plus, de manière à attaquer plus vite les gros problèmes, plutôt que de suivre un enchaînement logique qui n'avait pas forcément de sens par rapport à une analyse de risque sur le site. D'accord, excellent, très bien. Donc tout ça, c'est des principes on focus sur ce qui compte, on n'est pas dans la standardisation systématique. L'outil, oui, mais on adapte en fonction de la manière dont ils veulent le dérouler. Et on utilise un outil existant, qui était la visite managériale, pour mesurer le nouvel outil qu'on veut mettre en place. D'accord. Donc déjà la mise en place du test, ensuite s'assurer que c'est appliqué, que c'est compris et appliqué avec la visite managériale et la possibilité au site de choisir la priorité de la règle qui va déployer en fonction de sa situation spécifique sur ce danger particulier. Exactement. Super. Alors justement, comme on discute des règles pour la vie, là, alors vous les appelez les règles cardinales chez BMI, mais généralement c'est des règles qui permettent de sauver des vies, on va dire, d'éviter des accidents mortels. Comment ça se passe au niveau technique? Parce que des fois c'est possible que les règles ne puissent pas être applicables. Je pense aux travaux en hauteur ou les interventions sur machine. Comment aussi tu as pris en compte le fait de t'assurer que les règles allaient pouvoir être applicables et pas seulement compris et appliqués, mais applicables aussi au niveau de l'environnement où les travailleurs... Oui. Les règles chez BMI sont pas vraiment techniques. On n'a pas défini, il faut tel genre d'équipement, donc c'est plutôt des règles système et comportementales. Où on va définir, voilà, ici il faut d'abord un permis de travail. Si je prends l'exemple de la circulation, dans les règles cardinales, on n'attaque pas il vous faut un plan de circulation, il faut tel équipement sur les chariots automoteurs. Ça, c'est sur des directives qui sont des standards en fait de sécurité pour nos gros risques. La règle, elle, va plutôt dire il faut maintenir toujours telle distance entre un véhicule et le piéton. Il faut le eye contact, penser à
faites croiser vos regards entre le piéton et le véhicule, connaissez vos priorités, parce qu'on n'a pas dit qui devait être prioritaire entre le véhicule ou le piéton, mais le site, lui, doit le définir, et donc ça doit être diffusé largement et connu de tous. Donc c'est des choses qui s'adaptent à toutes les situations et contextes. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, il y a les règles que vous avez définies, vos règles cardinales pour sauver des vies, c'est des règles beaucoup plus sur les aspects organisationnels et comportementaux. Et pour les aspects techniques, vous avez des standards qui définissent, on va dire, comment doit être protégé techniquement selon la thématique. Hein, donc, selon si on est sur je sais pas, des risques d'explosion, des risques machines, des énergies ou du travail en hauteur, etc. D'accord, ok. Vous avez bien fait la séparation entre les deux. Et donc, comment tu t'assures qu'il y ait, où est-ce que tu t'assures qu'il y ait une rencontre entre à la fois le standard qui définit les aspects techniques sur la thématique et puis le déploiement de la règle pour la vie? Alors, c'est là en fait que c'est un peu tu pointes du doigt la difficulté que j'ai eue en arrivant chez BMI, que j'ai toujours, on est en train de travailler, où je suis arrivé dans une situation où il y avait des tas d'outils partout, mais pas vraiment ordonnés. Et c'était pas facile pour quelqu'un sur un site, en arrivant, un directeur d'usine qui arrive, ou même un responsable HSE, de comprendre ce qu'il y avait à faire chez BMI dans ce tas de sites. Parce que la BMI, historiquement, ça n'existait pas, ça a été la fusion de deux grands groupes qui eux-mêmes ont grossi avec des acquisitions. Donc il n'y a pas eu de démarche commune depuis, de démarche commune historique. Donc, je m'y attelle maintenant avec la mise en place d'un système de management, mais j'ai choisi de le faire 4 ans après mon arrivée, parce que j'ai d'abord donné la priorité à renforcer le leadership managérial et à travailler sur les gros risques. Je pousse le vocabulaire des big risks chez BMI. Où on veut vraiment ne plus voir d'accidents liés à ces gros risques. Donc, les gros risques, ils sont soutenus par les standards et par les règles cardinales. Donc, maintenant, j'ai un moyen de mesurer les comportements vis-à-vis des règles cardinales avec les visites managériales. Et pour le standard, je me sers du système de management. Enfin, je vais me servir parce que c'est tout frais. On l'a lancé cette année, notre système de management. Et on a donc un questionnaire d'évaluation qui est utilisé soit sous format auto-évaluation. Voilà, le site, il veut voir où il en est par rapport au risque circulation ou au risque machine ou au risque travail en hauteur. Il va s'auto-évaluer avec ce questionnaire. Ou alors, lors d'audits qu'on fait avec une personne d'un autre site qui va venir auditer le site, on choisit quel est le questionnaire le plus pertinent. Ça peut être aussi en discussion avec le directeur du site. Et là, ça sera plus de l'auto-évaluation, mais de l'audit. D'accord. Ok, d'accord. Donc je comprends, hein, effectivement, tes priorités quand tu es arrivé, c'était de renforcer le leadership, et on en parlera tout à l'heure, et de gérer les gros risques. Pour gérer les gros risques, tu avais à la fois les standards et les règles cardinales. Les standards, tu t'y es pas attaqué tout de suite, tu as préféré sur les règles cardinales, sur les aspects comportementaux, et les standards, maintenant, tu les relis au système de management que tu es en train de reconstruire. Et les évaluations des standards se font soit par auto-évaluation avec un questionnaire d'auto-évaluation, ou soit par des audits croisés que vous faites entre vous sur les thématiques, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Super. Ça. Super. Alors pour revenir sur la condition de succès de la transformation de culture réussie sur le déploiement des règles de vie, donc aujourd'hui, ton critère de succès, c'est le fait que tu as un indicateur qui te montre que les comportements sont en adéquation avec ce que vous avez défini dans vos règles cardinales. Exactement, oui. Avec ce qu'on veut voir,
Et c'est aussi quand on visite une usine, que les gens de l'usine sachent nous parler de ces règles qui sauvent. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as aussi mesuré un impact? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous aviez eu par le passé des accidents mortels. Et quelle est l'évolution aussi en termes de résultats concrets chez vous? Alors, accident mortel, il y en a eu par le passé. Alors, le dernier accident mortel, c'était un accident de la route qu'on a eu il y a 3 ans. Dans l'accidentologie, en fait, je mesure la typologie. Quel accident est lié à un big risk, à un risque fort, et je mesure aussi la gravité potentielle de ces événements. Donc, quand je suis arrivé aussi chez BMI, j'ai mis en place une plateforme digitale très rapidement pour capturer toutes ces infos, parce que c'était pas possible avec 100 usines de tout faire sur des tableurs. D'autant plus que j'avais pas de données historiques. En fait, au niveau du siège, on ne connaissait que le nombre d'accidents avec arrêt, et c'est tout. Parce que c'était pas les accidents sans arrêt, rien de plus. Donc juste un chiffre tous les mois. Donc on a vite travaillé à pouvoir avoir plus de substance derrière ces chiffres et à faire que on rapporte d'un langage commun tous les événements qui se produisent. Donc maintenant, tous les mois, je sais, avec une matrice, j'ai le nombre d'incidents, ou même maintenant, on a certains qui rapportent aussi les presque accidents, et je sais lesquels concernent quel est le mécanisme qui rentre dans ces accidents. Donc ça, je le raccroche aux règles, et je vois aussi la gravité réelle et potentielle, et ça me permet de voir que j'ai pas beaucoup d'événements à fort potentiel aujourd'hui qui concernent les règles qui sont. Donc c'est plutôt rassurant. Sur le mois en cours, le mois de septembre, j'en ai un. En août, j'en avais un aussi. Donc c'est bon. Tant que ça reste un, ça va. C'est encore un de trop, parce que ce 1, finalement, on a eu de la chance. Ça aurait pu être un accident. Mais on surveille ça comme le lait sur le feu. Et à chaque fois, on analyse et on apprend de ces événements. Excellent, super, super. Donc, tu as mis en place un système qui te permet de collecter les incidents, éventuellement aussi maintenant les presque accidents, et tu as la mesure de la gravité réelle et de la gravité potentielle, ce qui te permet de te donner des warnings, un indicateur qui permet de voir un petit peu l'évolution et la potentialité de la survenue d'un accident majeur. Oui. Super, excellent. Merci beaucoup pour ce partage, Sébastien. Alors, Sébastien, là, on a parlé d'un déploiement d'un outil qui a impacté la culture, qui était positive. Est-ce que tu pourrais nous partager, dans ton expérience, une transformation de culture qui n'a pas réussi? Donc pareil, nous décrire un petit peu la situation initiale, les défis que tu avais à relever, comment tu t'y es pris, et puis les leçons que tu as tirées parce que ça n'a pas fonctionné. Ouais, alors là je vais vous parler d'une erreur de jeunesse, comme ça servira peut-être à l'éviter pour ceux qui démarrent. Donc j'étais dans un groupe où il y avait déjà des organisations matricielles. On connaît tous ça maintenant de plus en plus. Et donc sur un établissement, il y avait un chef d'établissement qui portait la délégation de pouvoir, et donc la responsabilité sur le sujet sécurité, et puis qui était un peu l'hôtelier. Et il y avait donc une production, plus il y avait de la R&D, enfin d'autres choses, mais il y avait de la production qui, elle, était pilotée par un directeur industriel ou directeur de production, qui n'avait rien à voir avec la délégation de pouvoir, et qui n'était pas du tout dans la même branche que ce chef d'établissement. Et donc là, j'étais dans une business unit, et j'ai voulu lancer un diagnostic culture sécurité, justement.
Donc j'avais été parler avec le chef d'établissement, et c'est là mon erreur, c'est que je n'ai parlé qu'au chef d'établissement. Et quand j'ai voulu ensuite présenter le projet qui était déjà bien ficelé au site entier et qu'on est venu parler avec la production, là le directeur industriel s'est farouchement opposé en disant pas question que vous mobilisiez mes équipes pour faire des interviews, qu'est-ce que c'est que ça, moi je suis pas d'accord. Donc voilà, ça a été une grosse claque pour moi. J'ai mal géré mes parties prenantes. J'avais pas identifié assez les rôles clés. J'étais parti bêtement en fait sur le fait que c'était celui qui avait la délégation de pouvoir qui avait toute l'autorité, mais c'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Donc voilà, j'étais trop naïf peut-être à cette époque. D'accord, ok. Donc, mais c'est intéressant que tu partages cette expérience parce que ça pourrait concerner beaucoup de monde. Effectivement, en plus, là, tu es parti de quelque chose d'assez normalement objectif, c'est-à-dire la personne qui a la délégation de pouvoir qui va devoir rendre des comptes en cas d'accident à la justice ou à des tierces parties, n'est pas toujours celui qui peut avoir l'autorité de décider d'un certain nombre d'actions. Et c'est un petit peu en contradiction avec justement la délégation de pouvoir, parce que si la personne n'a pas autorité, moyens et compétences, à un moment donné, la délégation, elle est plus réellement existante. Et donc effectivement, et donc qu'est-ce que ça t'a appris et comment surtout tu ferais de manière différente aujourd'hui avec ton expérience pour te permettre d'aller engager ce diagnostic de culture? C'est la cartographie des parties prenantes, donc savoir qui a autorité sur quel secteur et les engager très vite, tous. Mieux vaut trop que pas assez pour la réussite du projet. Donc c'est un des outils clés de la gestion de projet. Quand on démarre, on fait cette cartographie pour savoir là où il va falloir mettre les efforts, qui va nous soutenir, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, et pour aussi doser le travail à accomplir. D'accord. Et est-ce que tu pourrais un petit peu décrire, toi, comment tu t'y prends pour faire cette cartographie, justement, des gens qui vont être les partisans qui vont t'aider, ceux qui vont être des opposants? Comment tu fais un petit peu pour mettre tout ça dans des cases? Est-ce que tu utilises une matrice? Est-ce que tu utilises une technique? La matrice, elle est dans la tête. Non, j'ai pas de technique particulière. On peut se faire ça sur le papier. Mais après, il y a le GDPR qui va vouloir venir nous embêter. Donc, non, je plaisante, mais pas tout à fait, pas complètement. Mais la matrice, elle est plutôt dans la tête. Et puis après, c'est vrai que c'est avec l'expérience. Donc, quand on n'en a pas vraiment au début, la recommandation que je ferais, c'est de beaucoup parler, beaucoup échanger. Aller voir les gens, questionner sur les attentes, sur le fait est-ce qu'ils veulent être impliqués ou pas aussi, peut-être dès le début. Et puis après, petit à petit, ça se fait plus naturellement. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup pour cet apprentissage. Si tu devais prendre un petit peu de hauteur et te dire, ok, pour réussir une transformation de culture santé-sécurité pour un site ou pour une organisation de la taille que tu as actuellement, quels seraient les principaux outils ou techniques indispensables pour la réussir? Ça serait quoi, selon toi? Alors, la première chose, c'est pas vraiment un outil, mais c'est la compréhension de l'organisation, la compréhension de l'entreprise. Justement, est-ce qu'on est en matriciel ou pas? Qui est le décideur in fine, malgré les délégations existantes? Donc, savoir bien identifier les parties prenantes et qui va faire quoi. Et par derrière, définir, là pour le coup c'est un outil, définir clairement rôle et responsabilité de chacun. Donc on va faire notre liste des activités qu'on veut voir se produire et on va dire qui est responsable. On voit des RACI bien souvent dans les entreprises,
C'est faire la racine du sujet. Les deux autres outils hyper importants, j'ai déjà un peu mentionné la gestion de projet. Donc, les outils de gestion de projet et de gestion du changement. En fait, les deux viennent s'imbriquer parce que, in fine, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelque chose qui va réussir, qui va durer. Donc, il faut pas juste faire le chef de projet bête et méchant qui vient là pour livrer un livrable et puis après qui s'en va. Donc il faut que le livrable, il reste, il soit utile, il perdure, il ne s'écroule pas. Donc c'est pour ça que c'est important de mixer gestion de projet et du changement. Okay, très intéressant. Et je pense que le troisième outil, c'est le feedback. Recueillir le feedback au fur et à mesure qu'on avance, sur où est-ce qu'on en est, surveiller que ce qu'on est en train de faire, ça fonctionne, parce qu'il faut pas hésiter des fois à changer l'approche si on voit que finalement ça va pas fonctionner. D'accord. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur la gestion de projet? Comment toi tu t'y prends concrètement? Est-ce que tu utilises un outil ou comment tu définirais ça à quelqu'un qui se dit, ok, il me dit gestion de projet, mais ça veut dire quoi concrètement? Donc concrètement, ça démarre par une charte. On va d'abord mettre sur le papier ce qu'on veut voir réaliser, qui va être le sponsor, qu'est-ce qu'on estime comme ressources, qu'est-ce qu'on estime comme durée aussi pour que ça se fasse. Et cette charte, c'est à faire adopter par le niveau, la direction au bon niveau pour pouvoir démarrer. Comme ça, on peut ensuite mobiliser son équipe projet, parce que le projet, c'est plusieurs personnes, bien souvent. Et ensuite, on fait notre analyse de risque. Quels sont les risques pour ce projet? Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Qu'est-ce qui va faire que ça ne pourrait pas marcher? Après, on va le découper en petits morceaux. On peut appeler ça des work packages, je sais même pas comment on peut dire ça. On peut dire ça en français, mais des tâches, des gros paquets de tâches et puis on étale ça dans le temps sur un calendrier. Et moi, je viens en fait y superposer là la gestion du changement où en parallèle de l'analyse de risque, on fait notre cartographie des parties prenantes. On va aussi définir la communication, quelle communication on veut faire tout au long du projet, à la fois dans le descendant pour faire connaître ce qui se passe et aussi en remontant pour savoir si on va dans la bonne direction. On aura aussi un tableau de bord du projet. On a souvent les feux rouges, orange et vert. Et puis, à la fin, on aura aussi réfléchi à qu'est-ce qui va nous dire que ça a bien fonctionné et que c'est en train de prendre. Donc, on aura défini aussi les indicateurs qu'on veut surveiller une fois que le projet sera déployé. D'accord, excellent. Écoute, merci beaucoup pour tout ce détail. Je pense que ça va être très instructif pour tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir expliqué la structure de la gestion d'un projet et aussi la manière dont tu pilotes la gestion du changement. Merci beaucoup pour ce partage. Si tu avais 3 conseils à donner à un directeur de site qui souhaite réussir une transformation de culture, donc là, je parle d'un directeur de site, donc qui a envie de réussir une culture, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels seraient les 3 conseils que tu lui dirais pour qu'il puisse réussir cette transformation de culture? Le premier, c'est une chose que je demande à voir sur toutes les usines chez BMI, c'est de définir la vision. Alors, par vision, j'entends, il faut que le directeur de l'usine, il écrive l'état voulu. Pas seulement de dire, parce que bien souvent, on me montre la courbe de Bradley, on me dit, voilà, on veut être dans le dernier stade d'interdépendance. Bon, oui, ok, interdépendance, mais dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu veux voir se produire sur ton site quand tu seras
tu seras dans cet état. Donc c'est à travailler sur définir en termes observables ce qu'on veut voir se produire. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde comprend ça. Parce qu'interdépendance pour Monsieur Dupont, ça veut peut-être dire une certaine chose, et pour Monsieur Durand, ça veut peut-être dire autre chose. Et aussi rattacher ça au pourquoi des gens. Pourquoi est-ce qu'on veut faire progresser notre site en matière de sécurité? Il peut y avoir chacun peut avoir ses raisons. Et là, j'ai vu un exemple sur une de nos usines en Malaisie que j'ai trouvé très sympa. Le directeur d'usine a fait, pour lancer justement un projet de changement de la culture sécurité sur le site, ils ont demandé à chacun à venir avec leur pourquoi, en disant voilà, le pourquoi, finalement, pour la plupart des ouvriers, qui sont sur une ligne de production, c'est la famille. On veut rentrer, voir sa famille. Donc, tout le monde a pris des photos avec sa famille ou avec leur chien, je sais pas, tous les gens qu'ils aiment, leur pourquoi, et ils ont fait une grande journée où ils ont montré ça en diaporama, ils ont partagé le pourquoi de chacun, et maintenant ça tourne là dans la salle de repos. J'ai trouvé ça une très belle initiative. Ok, donc définir la vision. Ouais, définir la vision, le pourquoi. Voilà. Après, je dirais, il faut faire accepter que ça va pas se faire en quelques mois, que c'est un projet sur plusieurs années. Donc ça veut dire qu'il faut sécuriser la ressource, donc faire valider par la direction au niveau du dessus que voilà, l'usine s'engage sur plusieurs années. Ça veut dire qu'on va mobiliser les gens, il faudra qu'ils aient du temps pour faire certaines choses. C'est pas forcément des budgets énormes, on parle pas forcément de CAPEX ici, mais c'est surtout du temps. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des projets autres qui pourraient venir interférer avec ce projet-là? Quand je parle projet autre, il y a peut-être la qualité qui veut faire aussi une grande transformation. Il y a peut-être le manufacturing excellence qui arrive et qui va aussi faire autre chose. Donc, bien trouver le bon créneau pour qu'il n'y ait pas de vent de face ou d'interférence. Et puis après, un dernier conseil que je donnerais, c'est vraiment de pas travailler en silo. Parce que transformer une culture sécurité haute, c'est vraiment un projet d'entreprise. Donc c'est le directeur du site, il faut pas qu'il aille juste voir son responsable HSE, s'il a la chance d'en avoir un, c'est pas toujours le cas. Faut pas qu'il fasse faire ça tout par un consultant. Faut que vraiment ce soit le travail du codir de l'usine, que chacun contribue à ça, parce que ça doit être un projet de site. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces 3 conseils. Donc la vision, faire accepter le projet dans la durée. Et là, c'est bien parce que t'as parlé de quelque chose qui est très important et qui arrive souvent dans les organisations, c'est que finalement tous les silos, comme tu l'as dit, la qualité peut avoir envie de transformer, l'excellence industrielle aussi, les gens qui veulent réduire les coûts aussi, etc. Et donc on arrive tout le monde avec son projet, et à un moment donné, ça fait goulot d'étranglement. Donc de bien prendre en compte tous ces projets et de voir s'il y a une faisabilité, et sinon les caler au meilleur moment dans le temps, et puis éviter de travailler en silo, et au contraire avoir un travail avec le codir site et toutes les fonctions, je dirais, qui sont rattachées sur le site pour pouvoir embarquer la dynamique complètement sur l'organisation. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu as vu en Malaisie sur la vision et le pourquoi, notamment les gens qui sont venus avec leur pourquoi, leurs photos et qui ont été partagées. Quel est l'impact que ça a eu localement, cette manière d'exprimer son pourquoi? Est-ce que ça a eu finalement un impact sur la performance sur ce site?
Alors ça, c'est récent parce que j'ai fait ma visite en août et ils avaient dû faire ça en juillet, hein. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que ça a créé un projet d'entreprise. Et il y a eu vraiment une vraie adhésion. Les gens sont enthousiastes vis-à-vis du sujet et ça aide aussi à sortir du papier. La sécurité, ça peut être beaucoup de choses administratives, produire des documents, l'exercice un peu tic de box automatique. Et là, en fait, d'avoir fait cet exercice de donner du sens et de parler du pourquoi de chacun, je pense que ça a vraiment aidé à aligner tout le monde avec le bienfait de la démarche. Ok, super. Ah ben, c'est important, hein, avoir le sentiment que les gens sont enthousiasmés et fédèrent autour d'un projet. Forcément, ça va générer quelque chose de différent. Et je te souhaite de pouvoir voir des résultats sur ce site. En tous les cas, excellent exemple pratique et concret que tu nous as partagé. Alors, je voulais aussi avoir un petit peu ton avis sur la vision du zéro accident. Qu'est-ce que tu penses de la vision du zéro accident? C'est quoi les avantages? C'est quoi les contraintes d'une telle vision selon toi? Alors, quand Vision Zéro est sorti, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant, moi j'ai été emballé. J'étais emballé parce que en écoutant le Bureau international du travail sur le sujet, c'était pas juste pour les entreprises, c'était vraiment on travaille à prévenir tous les accidents, et là on y voit directement même un impact dans les pays, parce que moins d'accidents, moins de dépenses de la sécurité sociale, et donc les finances dans ce domaine-là vont déjà mieux se porter. Donc je trouvais l'idée formidable. Donc j'aime le principe de la vision zéro. Après, il faut y rajouter une petite touche de spécifique, parce que bon, vision zéro, ça reste quand même très très large. D'accord. Et quand tu dis rajouter une touche de spécifique, ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire, comme ce que je demande aujourd'hui aux usines chez BMI, écrivez-moi votre vision zéro. Donc, je veux que on décrive en termes observables. C'est-à-dire que quand je viens visiter l'usine, je peux voir si oui ou non c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire zéro accident sur cette usine? Ça peut être, il n'y a pas un exemple évident, ça peut être, voilà, tous les gens se sentent responsables et vont intervenir s'ils voient quelque chose. Donc moi, si je marche pas sur l'allée piétonne et qu'il y a un opérateur qui vient me voir en me disant attention, l'allée piétonne, elle est par là-bas, j'ai peur que vous ayez un accident, et ben là, je serais ravi. Si je marche, qu'on me voit et qu'il se passe rien, ben là, je vois que la vision zéro elle est pas en train de prendre forme. Donc ça c'est un exemple, il y a des tas d'autres choses qu'on peut voir se produire sur un site. Donc chaque usine, on ne demande pas de rédiger une Bible, hein, c'est quelques lignes, les quelques lignes qui veulent vraiment voir se produire, qui pensent vont vraiment contribuer à améliorer la sécurité. Donc chacun produit sa vision zéro, entre guillemets, sa vision de la sécurité. Excellent, excellent. C'est vraiment observable, donc ça veut dire que n'importe qui peut s'assurer qu'on tend vers cette vision et par des comportements que l'on peut voir, des manières de faire que l'on peut voir au quotidien, oui. Ou un état de propreté ou un état des installations, par exemple. Oui, okay. Et à commencer par la direction de l'usine, parce que quand on dit, bon allez les gars, faut qu'on améliore, faut qu'on ait zéro accident d'ici 5 ans. Si on n'écrit pas exactement ce que ça veut dire derrière cette vision zéro, tu as peut-être dans le codir, tu vas avoir 4 versions différentes. Il y en a un qui pense qu'il faut faire ci, l'autre qui pense qu'il faut faire ça. Donc on a une direction qui n'est pas alignée
et du coup, en dessous, c'est encore moins aligné. Alors que si la vision est rédigée, transmise, tout le monde sur un site sait ce que ça veut dire et va travailler à ça. Excellent, super. Super. Alors, on parlait un petit peu de direction, et puis tout à l'heure, on a parlé de leadership. Je voudrais qu'on revienne sur le leadership, santé et sécurité. Alors, je voudrais déjà que toi, tu définisses pour toi, c'est quoi un leader qui permet d'impulser une transformation de culture dans une organisation? C'est quoi les principales caractéristiques d'un leader? Alors, pour moi, on peut les regrouper en quatre gros paquets, les caractéristiques d'un leader. D'abord, il faut qu'il soit endurant. Parce que le voyage sécurité, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Hein. Ça s'arrête jamais, en plus. C'est un marathon, mais qui ne se termine pas. Donc, il faut jamais renoncer. Il faut pas qu'il ferme les yeux sur des situations dangereuses ou des actes dangereux. Donc vraiment maintenir un niveau d'énergie élevé. Et ça, c'est pas facile, hein, mais c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui transmette l'optimisme. Quelqu'un qui veut toujours apprendre et pas apprendre seulement quand il se passe quelque chose de non désiré. Donc apprendre quand il y a un accident, mais apprendre aussi du mode normal. Quand il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses, mais qui auraient pu. Mais si on ne demande pas comment ils ont fait, on ne sait jamais qu'ils n'ont pas fait de la bonne façon. Donc, dans ce mode-là, je suis optimiste, je veux apprendre dans toutes les circonstances et aussi transmettre cet optimisme en étant sur le terrain et en créant la confiance avec les équipes. Après, une autre caractéristique très importante, c'est l'authenticité. Il faut croire en ce qu'on dit. Donc c'est là que la vision intervient, parce qu'il faut du coup il faut avoir une vision. Il ne faut pas juste sortir la pancarte vision zéro, zéro accident. Il faut définir sa vision, il faut la partager, il faut montrer l'exemple. Il faut aussi se soucier de la qualité des informations et de la formation qu'on donne aux gens. Hier, j'animais une formation sur l'analyse des causes racines avec une équipe HSE. J'ai encore remis sur la table comment est-ce qu'on s'assure que la formation qu'on délivre, elle est bien connue. Parce que trop souvent, je vois dans les comptes rendus d'accidents, manque de formation. Et hop, on en refait une. Mais si on se soucie jamais si elle est de qualité, on peut continuer ça et répéter ça tout le temps. Donc ça pour moi c'est la partie authentique. Utiliser aussi beaucoup l'écoute active, chose que tu fais toi très bien. C'est l'outil, enfin vraiment s'intéresser à ce que les gens nous disent. Et après, je dirais que la dernière qualité importante pour un leader sécurité, c'est être persistant. En plus de l'endurance, savoir qu'on peut pas gagner toutes les batailles, mais que chaque fois qu'on en gagne une, faut le montrer. Donc célébrer les petits succès, comme ça on ancre les progrès petit à petit. Utiliser le feedback à la fois positif et correctif pour montrer notre intérêt et aider les autres aussi à progresser. Questionner, utiliser les bonnes questions. Ok, super. Bah écoute, quatre caractéristiques. Vraiment, l'endurance. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment pensé, et maintenant que tu me le dis, effectivement, c'est un métier qui ne s'arrête jamais. C'est un marathon infini, hein, quelque part, et être capable de durer dans le temps, parce que en fait, tous les jours est un nouveau jour. À chaque instant, il peut y avoir quelque chose qui va changer dans le contexte, dans les comportements, dans l'accès aux connaissances qu'on peut avoir. Donc, être capable de durer,
effectivement, être capable de maintenir un niveau d'énergie élevé, comme tu dis, je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. C'est une vraie qualité et ça se développe. Hein, comme on s'entraîne à faire des marathons, ben, il faut sans doute s'entraîner à devenir endurant sur cette dimension-là, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire des projets. Justement, on va le lancer, on va mettre beaucoup d'énergie, et puis au bout de 6 mois, 1 an, on va passer à un autre projet. Et puis, on va les laisser un petit peu celui-là. Mais non, en fait, celui-ci, c'est comme s'il était tout le temps. Il faut toujours le maintenir actif. Donc, l'endurance, franchement. Je pense que c'est la première fois que je l'entends, mais ça résonne tellement de la manière dont tu l'as expliqué avec la réalité que l'on vit au quotidien. Ensuite, transmettre son optimisme, donc à volonté d'apprendre, créer la confiance sur le terrain. En 3, tu avais parlé d'authenticité, donc croire en ce que l'on dit. Donc bien évidemment, là, il faut des convictions fortes. Et quand on exprime sa vision, il faut y croire. Il faut croire qu'on va réussir à l'obtenir pour arriver à fédérer, à mobiliser autour de son projet. Et enfin, être persistant. Et dans cette notion de persistance, ça a beaucoup parlé finalement de techniques de communication, être capable d'écouter, être capable de reformuler, être capable de donner un feedback, voilà, toutes ces notions autour de la communication. Écoute, je te remercie beaucoup, c'est vraiment intéressant. Alors toi, dans ton organisation actuelle, comment tu t'y prends pour développer ces capacités de leadership dans les organisations où tu as travaillé ou dans celle-ci? Tu peux me citer un exemple comme tu le souhaites. Comment tu t'y prends pour amener les gens à ce niveau de leadership? Ça passe d'abord par une formation, parce que tout le monde n'est pas issu des mêmes, tout le monde n'a pas la même expérience, n'a pas la même compréhension. Donc, partout où je suis passé, j'ai déployé des formations au leadership sécurité. Malheureusement, c'est pas suffisant. Donc ensuite, il y a une phase de coaching qui doit venir se mettre en place. Donc la première phase, on va former, on aura bien défini ce qu'on attend d'un leader en sécurité, on fait la formation, et puis après, à charge du N+1, donc si on parle des directeurs d'usine qui sont formés, ce sera le directeur industriel ou le niveau du dessus qui doit faire aussi cet accompagnement. Ça peut aussi être fait par le réseau HSE, de faire des points réguliers pour voir si, in fine, est-ce que ces 4 qualités, elles commencent à prendre forme. Est-ce qu'il y a des difficultés à faire vivre plus l'une que l'autre pour que la personne travaille sur elle-même et continue à progresser. Ok. Alors, si on voulait rentrer un petit peu plus dans le détail, quand tu dis j'ai toujours fait des formations au leadership sécurité, combien de temps ça dure ces formations et un petit peu c'est quoi le contenu, les principaux éléments qui vont être enseignés dans cette formation? Alors, la durée, idéalement, ça serait plusieurs jours. Mais dans la réalité, c'est difficile. Donc, moi, j'ai réussi à mobiliser sur une journée. Donc, sur un jour, on démarre par la vision. Donc, on explique le bienfait, le bénéfice de définir sa vision, à quoi ça va servir. Donc, c'est le premier exercice. Et en sortie de cette formation, 2-3 mois après, on refait un contact pour voir, montre-moi quelle est la vision du site. Parce que l'idée, c'est pas que le directeur du site la fasse toute seule, c'est qu'il travaille après avec son codir pour produire la vision. Et puis ensuite, le contenu, on va choisir, parce qu'on a un jour, on peut pas tout faire. Donc moi, j'ai choisi de parler plus du feedback, par exemple, pour faire comprendre que le feedback positif, c'était super important, surtout dans nos cultures où on en donne très peu. En général, on vient de voir quand tu travailles pas bien, pour te recadrer, mais quand tu travailles bien, on n'entend pas souvent les compliments. Et à une échelle proche du terrain, le feedback positif, c'est simplement de faire marquer,
vois que tu portes tes EPI, merci, c'est exactement, on est en train de voir notre vision là se réaliser. Et ça, c'est un réflexe qu'on veut voir se développer davantage. Et aussi, savoir réagir face à une situation dangereuse. Quand on voit un acte dangereux, comment réagir? Pas sauter sur le pauvre salarié qui a mal fait les choses et l'engueuler, mais avoir une approche constructive. Et là aussi, toujours avec le questionnement, donc ça, c'est la partie feedback correctif. Ensuite, j'ai aussi une séquence sur savoir parler de la sécurité avec les équipes pour les engager. Donc ça, typiquement, on utilise les causeries sécurité ou alors une alerte accident, un retour d'expérience sur un accident, et on pratique l'animation de ces outils pour que l'animateur ne parle pas trop, mais fasse parler les autres. Parce qu'in fine, si on veut que l'engagement, il faut que les gens participent et soit qu'ils contribuent à identifier des risques similaires ou des situations qui pourraient se produire ou rapporter des presque accidents. Donc ça, c'est un autre volet. J'ai aussi un volet sur l'analyse de risque dans ce module-là parce que je veux qu'ils comprennent. J'ai un problème, les analyses de risque sont dans les placards et on les sort quand l'inspecteur du travail le demande. Ou alors une fois par an si on est certifié parce qu'il faut les mettre à jour une fois par an. Donc un de mes gros chevals un gros cheval de bataille, c'est de faire que de faire comprendre que l'analyse de risque c'est le pivot, le pilier d'une démarche prévention et d'arriver à la faire mieux et à la rendre vivante. Donc on a une séquence là-dessus. Voilà, c'est un peu les grands thèmes de cette journée. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. En une journée, donc tu fais la vision. En une journée, tu expliques comment donner un feedback positif et un feedback correctif quand il y a quelqu'un qui dévie. Donc là, j'imagine, c'est plutôt le dialogue sécurité ou les techniques d'observation comportementale avec les techniques de questionnement. Donc c'est déjà beaucoup parce qu'en elle-même ça, moi je me rappelle les premières fois que j'ai été formé, c'était sur 2 jours, rien que sur ça. Oui, donc, là, j'imagine que c'est très synthétique. Ensuite, l'analyse des risques et comment engager les personnes avec notamment les causeries. Donc l'animation de causeries sur différentes thématiques finalement, mais comment faire en sorte que la personne parle très peu et interagisse avec son équipe. En une journée, chapeau, félicitations déjà pour avoir construit un programme que tu arrives à caser en une journée, aussi consistant et aussi impressionnant à la fois dans la projection, dans l'avenir, dans le futur et à la fois avec des outils pragmatiques tels que l'animation d'une causerie, l'animation d'un dialogue sécurité et l'analyse des risques. Super, merci beaucoup. Alors, je voulais revenir. Tu nous as dit sur le leadership, pour développer ces capacités, les 4 capacités que tu nous avais citées tout à l'heure, l'endurance, la transmission de son optimisme, l'authenticité, être persistant. Donc, je fais une formation au leadership en une journée avec les thématiques qu'on vient de voir. Et ensuite aussi, il va falloir mettre en place un coaching. Tu nous as dit un coaching par le N+1 et ou par le réseau HSE. Alors, comment tu formes tes coachs parce que coacher c'est facile à dire, mais on peut utiliser le mot faire du coaching facilement, mais c'est peut-être pas aussi facile que ça. Comment tu fais pour t'assurer que les coachs vont avoir la capacité à aller coacher leur N-1? On en est là. J'en suis là dans ma démarche. Donc pour l'instant c'est à toute petite échelle le coaching parce que en effet tu l'as dit, tout le monde n'est pas né coach. Donc on est en train de tester ça sur quelques usines, mais on définit vraiment, il y a comme une charte, donc on a les choses qu'on veut voir, qu'on veut absolument qu'un directeur d'usine sache faire, et ensuite avec son N+1 qui lui a été formé à l'approche, à la méthode coaching, on lui a mis des tas de questions dans la tête pour qu'il sache les reposer. Un jour, je me suis dit,
le métier de coach, c'est vraiment le meilleur métier du monde parce qu'on est payé pour faire travailler les autres. Alors, il y a des tas de coachs qui vont me détester parce que c'est pas tout à fait vrai. Ça nécessite quand même beaucoup de travail cérébral pendant les séances. Mais en fait, c'est quand même, c'est presque relax. Il faut juste savoir poser les bonnes questions. Mais c'est tout ça, là. C'est toute la difficulté, savoir poser la bonne question qui va faire réfléchir la personne, la faire rentrer en inspection, la faire prendre conscience de quelque chose et où la pousser à l'action après. Donc, en fait, ça paraît facile, c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que je voulais en savoir plus sur comment. Donc, quand même, tu formes tes N+1 qui sont formés aux techniques de coaching. Donc, comment elle se passe, cette formation? Qui la délivre? En combien de temps? C'est quoi un peu son contenu? Alors là, j'utilise en fait le modèle Grow, qui est un modèle de coaching. Aujourd'hui, je l'ai animé 2 fois et je suis en train de réfléchir à comment je vais industrialiser tout ça. Parce que je peux pas faire toutes les séances, les sessions évidemment. Donc, j'ai pas encore défini comment j'allais industrialiser le sujet. D'accord, tu es en étude pour le déploiement, on va dire, à grande échelle. Là, tu as fait des tests. Et ça signifie quoi, gros donc en anglais, c'est grandir, j'imagine, mais c'est quoi à l'intérieur? C'est quoi les éléments qui définissent le gros? Alors, en fait, c'est donc grow, c'est goal, le G de goal, le R de reality, le O de option et le W de will, la volonté. Donc, excellent. C'est en fait 4 étapes à passer. Alors, elles n'ont pas besoin d'être séquentielles, mais en tout cas, il faut vraiment passer par les 4. Et puis, il faut commencer par le goal, l'objectif. Et en fait, c'est simplement poser les questions pour aider la personne coachée à bien définir son objectif, à comprendre la réalité qui l'entoure pour savoir qu'est-ce qui va l'aider, qu'est-ce qui peut lui mettre des bâtons dans les roues, de quoi il va avoir besoin, définir ensuite ses options, plan A, plan B, plan C, pour arriver à mon objectif, et travailler sur la volonté de faire que vraiment on s'approprie le sujet et on y va, on le fait. Ok, super. Bah écoute, je ne connaissais pas cette technique. En tous les cas, c'est très méthodique et j'étais en train de noter là que tu étais quelqu'un de finalement très méthodique. Hein. Tout est bien ordonné, structuré, défini, classé. C'est impressionnant. Félicitations pour ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais encore nous dire sur le leadership et son importance dans la transformation d'une culture? Pour moi, c'est vraiment indispensable parce que la stratégie sécurité chez BMI, elle a 4 piliers. 3 piliers et une base qui est le système de management. Mais les 3 piliers, c'est leadership, gestion des gros risques et des comportements sûrs. Et développer des comportements sûrs. Donc, le leadership est indispensable. Il y a aussi ce modèle assez facile à expliquer quand on parle de culture sécurité où il y a 2 axes. L'axe des salariés, l'axe du management. Si on travaille que sur l'axe des salariés, là on est plutôt dans la culture protestataire, on veut faire avancer les choses, mais le management veut rien faire. Si on est que dans le management, là c'est plutôt on donne des ordres et personne peut les suivre. Moi je caricature aussi beaucoup, mais en gros pour réussir une culture sécurité, il faut être fort dans l'engagement des salariés et fort dans l'engagement de la direction. Et donc le leadership, ça démarre évidemment par la ligne managériale, mais in fine, on n'est pas obligé d'être un manager pour être un leader en sécurité. Et c'est d'ailleurs une question que je pose aux directeurs d'usine quand j'anime la formation Managing Safely. Je leur demande, prenez 2 minutes, réfléchissez, qui
Est-ce que vous pouvez me citer un leader sécurité dans votre usine? C'est pas évident. Au début, il n'y avait pas beaucoup de réponses. J'espère que maintenant, on a fait du progrès, ils en trouveraient plus facilement. Mais donc, donc on commence par la ligne managériale, mais ensuite, il va falloir embarquer les salariés et faire naître aussi ces leaders sécurité, sans qu'ils aient nécessairement une responsabilité managériale. Parce qu'ils pourront influencer les autres et contribuer au troisième pilier qui est les comportements sûrs qu'on veut voir perdurer. D'accord, mais c'est une très bonne question hein, parce que des fois il y a des leaders qui effectivement n'ont pas de titre, n'ont pas de positionnement hiérarchique et qui par leur leadership, par exemple on le voit avec certains par exemple délégués syndicaux, certains peuvent avoir des grosses capacités de leadership. Ça peut être la même chose pour un opérateur sur le terrain. Alors justement, des fois, on peut avoir des leaders. On va dire le leadership qui est porté par la direction, qui veut aller dans telle direction et qui a telle vision, comme tu nous as parlé, et puis des leaders informels, mais qui veulent aller dans une autre direction et qui ont autant le leadership. Comment tu fais est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer de telles situations et comment tu procèdes pour gérer un petit peu ces gens qui écartellent un petit peu l'ensemble de la population en plusieurs parties? Alors non, j'ai pas d'exemple concret, j'ai pas vécu ça, mais là tu soulignes un des aspects importants du leadership, pas qu'en sécurité, leadership tout court, qui est le manque d'alignement. Pour créer du leadership, il faut réunir 3 conditions. Il faut une direction, un alignement et l'engagement. Donc, si on a pris la peine de travailler sur la vision de la sécurité sur un site, de la communiquer, de la faire comprendre à tout le monde, en principe, ça aide à l'alignement. Mais bon, il y a peut-être des gens très têtus et donc là, il faut travailler le sujet autrement après. Oui. En tout cas, la chance de jamais rencontrer, mais moi j'en ai rencontré dans mon expérience. Hein, je les ai même appelés des leaders informels toxiques parce que à un moment donné ils sont en opposition avec ce qu'on fait, mais ils ont un tel leadership que à un moment donné c'est difficile. Tant mieux si t'as pas eu à rencontrer ça. En tous les cas, il y a 3 conditions que tu nous dis là pour développer le leadership ou avoir du leadership. C'est une direction, un alignement, un engagement. Donc quand on a ça, normalement on a une force de frappe conséquente dans l'organisation, c'est ça? Oui, complètement. Super. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage hein, sur le leadership. Je sais que c'est un de tes sujets de prédilection et c'est le mien aussi. Donc content d'avoir eu ton point de vue et la manière dont tu procèdes, dont tu développes, dont tu crées des nouveaux leaders dans tes organisations, parce que c'est important hein, d'avoir des gens qui sont capables d'emmener vers d'autres personnes vers la vision. Je voudrais maintenant qu'on évoque un petit peu une autre notion. Alors, toi, tu parles de comportement, moi, je parle d'état d'esprit. Je parle d'état d'esprit parce que c'est ce qui est avant le comportement, ce qui précède le comportement. Et selon toi, quelles sont les caractéristiques d'un état d'esprit pour un opérateur qui serait favorable à la santé et à la sécurité? Alors la première chose, c'est une chose que je martèle aussi, et puis maintenant on me cite des fois, donc c'est bon parce que je le martèle suffisamment, c'est de reconnaître que l'absence d'accident n'est pas synonyme de présence de sécurité. Shell, ils appellent ça le chronic unease, cette sensation de se dire qu'est-ce qui peut arriver, il se passe rien, c'est pas normal. Donc c'est cet état d'esprit-là, de pas se reposer sur ses lauriers. Et une deuxième caractéristique, je dirais que c'est l'ouverture d'esprit et l'écoute pour apprendre. Ne pas aussi se contenter de ce qu'on sait, mais vouloir apprendre pour améliorer.
Ok, ouverture d'esprit, écoute pour apprendre et ne pas se reposer sur ses lauriers, donc être toujours un petit peu en alerte, avoir une vigie à l'intérieur de notre cerveau qui dit attention, il y a rien qui se passe, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est ça, hein, Ouais. une espèce de système d'alerte qui serait un petit peu toujours en fonctionnement. Alors normalement, notre cerveau, il a ça, hein, dans notre cerveau, c'est ce qu'on appelle l'amygdale, qui est là pour détecter les dangers. Et effectivement, à un moment donné, la routine, elle s'installe, et puis ben, ça doit s'atténuer, ça doit s'éteindre pour chez certaines personnes. En tous les cas, merci de nous partager ces caractéristiques d'un état d'esprit favorable. J'aimerais savoir actuellement quels sont les principaux défis que tu as à relever ou les principaux points de blocage dans la transformation que tu es en train de mener, la transformation de culture que tu es en train de mener. Alors, alors j'ai déjà parlé de la phase où on en est dans le leadership sécurité pour instiller ces notions de coaching. Donc ça, c'en est déjà un fort. Ouais. Je dirais que le deuxième important, c'est de rendre la sécurité plus opérationnelle et moins sur le papier. Parce que parfois quand on s'en rend compte justement quand on fait des visites de site, mais on s'en rend pas compte à distance. Parce que à distance, on va te montrer des tableaux de bord, des fichiers bien remplis. Et puis après, quand tu arrives sur le site, tu t'aperçois que la sécurité, elle est que là. Et pas du tout sur le terrain. Ça te fait rire, ça te fait penser à des situations. Mais c'est évident. Ça, c'est un gros défi de faire sortir la sécurité du papier pour aller la mettre là où on fait le travail. Pour que l'opérateur, in fine, il sache vraiment comment il peut se blesser, il sache quoi faire pour ne pas se blesser, et il le fasse. Et quand on a réuni ces trois choses, là on peut se dire voilà, on est en sécurité. Oui. Et ça me fait d'autant rire parce que en fait tu parlais tout à l'heure d'erreurs de jeunesse et moi aussi, hein, on a tous fait des erreurs et on en fera sans doute encore. C'est ce qui nous permet aussi d'apprendre. Hein. On apprend de ses erreurs. Pour ceux qui veulent apprendre, hein, parce qu'il y en a qui veulent pas apprendre et donc ils vont sans doute répéter leurs erreurs. Et dans ma jeunesse, il y avait une phrase que très tôt j'avais notée, mais je n'avais jamais compris son sens. C'était « la carte n'est pas le territoire ». Et c'est effectivement dans nos études, les études que l'on fait, ben, on nous apprend à établir des cartes, donc à établir des procédures. Et on croit que ces procédures sont la réalité opérationnelle. On en vient même à avoir presque créé un monde fictif ou un monde où tout se passe dans les procédures, tout se passe dans les écrits. Et à un moment donné, ben, on s'aperçoit qu'il y a une déconnexion. Et que ce qui est écrit n'est pas la réalité. Et la réalité, des fois, quand on va s'y confronter, on se dit mince, boum, j'ai un choc. Et donc c'est un petit peu ça que ça a éveillé en moi quand évoquais cette situation-là. D'accord. Donc tes principaux points de blocage, donc c'est le coaching pour les leaders, t'assurer que la sécurité c'est pas du papier, mais ça se vit au quotidien dans les pratiques sur le terrain. Est-ce que tu en as d'autres ou c'est les deux principaux? Oui, il y en a d'autres. Oui, on s'ennuie jamais, je te dis, dans ce métier. J'ai aussi un autre cheval de bataille qui est de faire admettre que l'erreur humaine, ça n'est pas une cause racine. Celui-là, j'y pense parce que hier, j'ai animé une formation sur les causes racines. Mais dans les rapports d'accident, je vois encore erreur humaine, non-respect des règles, manque de sensibilisation au risque de chute de hauteur ou peu importe le risque, et on s'arrête là. Donc voilà, il faut qu'on aille plus loin dans l'approche système et qu'on comprenne qu'est-ce qui fait que il y a ce manque de sensibilisation, qu'il y a eu ce non-respect des règles, qu'est-ce qui a déclenché l'erreur. On a encore à s'améliorer là-dessus. Ok. Alors, tu nous as décrit ce que tu allais faire pour le coaching, déployer ta méthode GROW, comment tu vas essayer de l'industrialiser. Comment tu t'y prends ou comment tu comptes t'y prendre, parce que c'est ton challenge actuel. Quelles sont tes idées là qui émergent sur comment passer d'une sécurité papier à une sécurité en pratique? Alors,
J'ai pas encore la solution miracle, mais pour moi, ça passe vraiment par la formation au poste de travail. Donc c'est vraiment ça que je veux améliorer. Mais bon, c'est très complexe parce qu'il y a des tas de postes de travail, c'est fait par des tas de chefs d'équipe, mais vraiment améliorer la finalité, améliorer la qualité de la formation au poste de travail pour s'assurer que le message sécurité est très clair et qu'il est compris. D'accord. Et après, en parallèle, tu peux aussi utiliser des techniques d'observation comportementale pour le coup pour aller s'assurer que c'est effectivement dans les pratiques. Tout à fait. Donc, quand on sera bien sur les règles cardinales, on pourra on pourra l'observer là-dessus. Voilà, c'est complètement. Ok. Et même question pour les erreurs humaines qui ne sont pas des causes racines. Donc, tu as dit que tu faisais des formations à l'analyse des causes, mais qu'est-ce que tu imagines là vers quoi tu t'orientes pour faire en sorte que l'erreur humaine ne soit pas considérée comme une cause racine? Alors là, on va traquer les rapports grâce à l'outil qu'on a mis en place. On n'a pas encore beaucoup les causes renseignées parce que déjà on a les accidents, on est presque accident, on est déjà content d'avoir ça. Mais la prochaine étape, ça va être de renseigner les résultats des analyses des accidents. Et là, je vais mandater le réseau HSE là-dessus, traquer les rapports, les lire. C'est vite fait parce que du coup il suffit de mettre quelques filtres et on retrouve et on voit vite ce qui a été identifié et ensuite retourner vers le site en disant voilà expliquez-moi pourquoi finalement il y a eu cette erreur, je vois que vous êtes arrivé à l'erreur humaine, qu'est-ce qui a provoqué cette erreur. Donc ça va passer par réviser le travail réviser les analyses qui ont été faites. Ok, super. Merci beaucoup pour ce partage de tes défis et un petit peu comment tu envisages les choses. Je vois que le temps passe et on va bientôt arriver au terme de cette interview. Je te remercie déjà pour toute la richesse de ton partage. De quoi est-ce que tu es le plus fier, professionnellement ou personnellement? Professionnellement, je suis fier quand on me l'a dit récemment là, chez BMI, quand on me dit tu fais une différence. Donc c'est que j'arrive, je travaille, j'ai un impact et ça se voit. Donc ça fait plaisir, mais c'est surtout que ça donne encore plus de sens au travail qu'on fait. Et puis personnellement, je pense que tu as remarqué que j'étais très organisé. Sur le plan personnel, j'ai un sens de l'engagement très aigu. Donc quand je dis quelque chose, je le fais. Mais du coup, je dis pas les choses à la légère. Et ça, vraiment, c'est un principe que j'ai depuis peut-être pas tout le temps. Je sais pas où ça remonte, mais c'est quelque chose qui me définit et je suis fier de ça. Super. Merci beaucoup. De tes fiertés, félicitations. C'est important aussi d'être reconnu, aussi de se sentir fier. Donc là, le fait qu'on te dise que tu fasses une différence, c'est pas rien. Tu ressens réellement que tu as un impact et je pense qu'on sous-estime cette notion d'impact. Finalement, à un moment donné, on est là aussi pour avoir un impact. Donc, faire qu'il y a quelque chose qui résonne dans l'organisation, quelque chose qui va se transformer et qui va nous apporter de la différence. Et pour ça, il faut un impact, surtout sur des organisations qui sont aussi importantes et dans différents pays. Donc, merci de partager cet élément qui, je pense, est très important. Si tu avais un livre à partager à nos auditeurs, lequel est-ce que tu partagerais ? Alors, dans les livres qui m'ont facile à lire, pas long, mais qui ont eu de l'impact, c'est un livre de Sean Galloway qui s'appelle Lean BBS, Lean Behavior Based Safety.
le BBS pour les réalités d'aujourd'hui. Et en fait, il applique la démarche Lean à la démarche BBS. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et en quelque sorte, ça a influencé la manière dont j'ai déroulé les règles cardinales, par exemple. Parce que j'ai insisté sur le fait qu'il faut du focus, il ne faut pas forcément les dérouler dans le même ordre pour tout le monde. Et ces principes-là, je pense que je les ai sortis de ce livre. Ok, super. Oui, oui, c'est une très bonne référence. Je l'ai lu aussi par le passé. Donc, merci pour ce partage. Est-ce que tu pourrais aussi partager à nos auditeurs les rituels que tu as, toi, pour préserver ta santé et ta sécurité? Alors, il y en a qui peuvent paraître évidents, mais j'ai un chien, alors du coup, je marche beaucoup. Et je trouve que je suis conducteur aussi, mais je trouve que les amis conducteurs, quand je suis moi piéton, conduisent pas forcément très bien et ne donnent pas forcément toujours la priorité aux piétons quand il faudrait. Et du coup, pour m'éviter l'accident de la route, je regarde toujours 3 fois à gauche, à droite, à gauche, avant de traverser parce que je me sens pas en sécurité quand je marche dans les petites rues de la ville où j'habite. D'accord. Et alors ça, c'est la sécurité pure. Sur la notion de santé, je veille beaucoup à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Parce que dans nos jobs, on pourrait avoir des jobs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Donc si on sait pas mettre les limites, ça peut vite devenir compliqué. Ok. Donc tu marches beaucoup avec ton chien, tu regardes 3 fois à gauche et à droite pour être sûr qu'il n'y a pas un automobiliste qui va te rentrer dedans, et tu maintiens des bons équilibres entre ta vie personnelle et professionnelle. Tu poses des limites claires. Écoute, félicitations hein, pour mettre tout ça en place. Si nos auditeurs voulaient te contacter, comment ils peuvent te joindre? Ils peuvent me trouver sur LinkedIn, Sébastien Chéniaud. On me trouve très facilement. Super. Écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup pour cette interview, pour toute la richesse de tes apports, et puis pour toute ta passion que l'on sent, hein, et puis effectivement toute ta rigueur, ta méthode et ton organisation et ton engagement aigu. Merci beaucoup, Sébastien, et prends bien soin de toi et puis de ta famille, et au plaisir de se revoir. Au revoir. Merci David, prends soin de toi également.